Comment un simple morceau d'argent a-t-il pu organiser des empires entiers, des réseaux commerciaux s'étendant sur des milliers de kilomètres? C'est une question fascinante. Notre histoire aujourd'hui commence sur la mer. Elle traverse la poussière des champs de bataille, elle se termine dans les mains d'un homme qui a utilisé ce métal pour, littéralement, unifier son monde. Allez, on plonge ensemble dans cette incroyable épopée. Alors, pour commencer, imaginez un peu la Méditerranée au 8e siècle avant notre ère. Ce n'est pas du tout un espace unifié, c'est plutôt un puzzle de communautés isolées, séparées par des eaux souvent dangereuses et des langues que personne ne comprend d'une île à l'autre. La grande question c'est, comment est-ce que tous ces morceaux éparpillés ont bien pu former un seul et même organisme économique? Eh bien la réponse, elle est surprenante. Elle ne se trouve pas dans les bateaux, ni dans les épées, mais dans un petit morceau d'argent. Mais avant même de parler de la pièce de monnaie en elle-même, il faut comprendre ce qui a rendu tout ça possible. Parce qu'avant que le premier morceau de métal ne soit frappé, il y avait déjà une sorte de logiciel commun, une infrastructure invisible qui allait permettre à la monnaie de se répandre à une vitesse folle. Ces colonies grecques, oui, elles étaient dispersées de la Sicile jusqu'à l'Asie mineure, mais elles n'étaient pas complètement déconnectées. Loin de là. Elles partageaient les mêmes dieux, les mêmes calendriers, et surtout les mêmes unités de poids et de valeur. La balance qu'on voit là, elle symbolise exactement ça, un langage commun de la valeur. Leurs économies, en quelque sorte, parlaient déjà la même langue avant même l'invention de la pièce. Et c'est sur ce terrain déjà bien préparé qu'une cité va déclencher une véritable révolution. On parle maintenant à Athènes, à la rencontre de sa création la plus célèbre après la démocratie, la chouette, la pièce qui allait devenir, excusez du peu, le premier standard mondial. On est au 5e siècle avant notre ère, et là, Athènes touche le jackpot géologique. Une veine d'argent absolument massive est découverte dans les mines du Laurion. La cité se retrouve donc face à un choix crucial. Option 1, le populisme. On distribue l'argent aux citoyens, ça fait plaisir à tout le monde. Option 2, l'investissement. On utilise ce capital pour se préparer à la menace de l'Empire perse qui se fait de plus en plus pressante. C'est là qu'un homme, Thémistocle, entre en scène. Il monte au créneau et il martèle son argument. Pour protéger la cité, il faut maîtriser la mer. Et il arrive à convaincre les Athéniens d'investir absolument tout cet argent dans la construction d'une flotte de 200 navires, des trirères. Un pari audacieux, mais un pari qui s'est avéré gagnant. C'est cette flotte qui remporte la bataille décisive de Salamine, sauvant Athènes et toute la Grèce. À partir de ce moment, l'extraction de l'argent, ce n'est plus juste de l'économie, c'est une stratégie de survie. Après cette victoire, Athènes va faire de la frappe de monnaie une véritable technologie d'État. Et voici le résultat. La chouette, le tétradrachme athénien. Son succès, il repose sur 3 piliers, très simples. Primo, un poids constant, toujours le même, ce qui garantit sa fiabilité. Secondo, une très haute pureté en argent, ce qui lui donne une valeur réelle. Et tertio, un design iconique, la déesse Athéna d'un côté, sa chouette de l'autre, impossible de se tromper. Cette fiabilité était tellement absolue, tellement reconnue, qu'elle a donné naissance à cette petite phrase, devenue le véritable passeport de la chouette à travers tout le monde antique. Dans un port en Égypte ou sur un marché en Phénicie, il suffisait de dire ça. La confiance, elle n'était plus dans la personne en face, elle était dans l'objet. Et ça, c'est un changement fondamental. Dans un monde de plus en plus connecté, où on fait du commerce avec des étrangers qu'on ne reverra sans doute jamais, la confiance personnelle, le crédit, ça ne marche plus. La pièce de monnaie, elle, supprime ce problème de vérification. Un marchand égyptien pouvait faire affaire avec un Phénicien sans même parler sa langue, parce que les deux faisaient confiance à la pièce. La confiance dans le métal remplaçait la confiance entre les hommes. Alors on pourrait penser, logiquement, que c'est le commerce pacifique qui a diffusé cette monnaie. Mais la réalité, elle est bien plus surprenante et beaucoup plus violente. On va voir maintenant comment la guerre a été, paradoxalement, le plus puissant moteur de la diffusion de la monnaie. Vous voyez, les marchés en temps de paix, ils diffusent la monnaie, mais lentement, au rythme des échanges. La guerre, elle, c'est un accélérateur brutal. Sur un champ de bataille, une promesse de paiement, ça ne vaut rien. Le général peut perdre, mourir, s'enfuir. Les soldats, et en particulier les mercenaires, ils exigeaient un paiement immédiat, portable et sûr. La seule chose en laquelle ils avaient confiance, c'était le métal sonnant et trébuchant. Mais pourquoi l'argent spécifiquement ? Eh bien parce que l'argent, c'est quasi éternel. Le grain, ça pourrit. Le bétail, ça peut mourir ou tomber malade. Une promesse, ça s'évapore. Mais l'argent, lui, il conserve sa valeur quoi qu'il arrive. Pour un mercenaire, dont la vie est une incertitude permanente, la chouette athénienne dans sa bourse, c'était la seule vraie garantie. Du coup, ces mercenaires sont devenus, en quelque sorte, les premières unités bancaires mobiles du monde. Quand ils partaient pour un nouveau contrat, de la Grèce vers l'Égypte ou la Perse, l'argent voyageait avec eux.
Il traversait les frontières, les montagnes, les déserts, et partout où ses soldats allaient, de nouveaux marchés s'ouvraient, alimentés par ces pièces d'une fiabilité à toute épreuve. Et ça, ce ne sont pas juste des théories, l'archéologie nous le confirme. Cette carte, elle montre les emplacements des trésors enfouis, c'est-à-dire des piles de pièces que les archéologues ont retrouvées. Chaque point blanc, c'est une cache de chouette. Des montagnes d'Anatolie aux steppes de Russie, ces découvertes dessinent la véritable carte de l'économie de l'époque, et elles prouvent la portée mondiale de la monnaie athénienne. Le système mis en place par Athènes a donc créé un espace économique commun. Mais un homme va prendre ce concept et le transformer en une arme pour forger un empire. C'est le moment de passer à Alexandre le Grand, celui qui a compris que la monnaie n'était pas seulement un outil de commerce, mais un instrument de pouvoir. En 336 avant notre ère, le jeune roi Alexandre traverse vers l'Asie. Officiellement, sa mission est militaire, venger la Grèce. Mais en réalité, ses implications sont profondément économiques. Il ne chasse pas seulement l'armée perse, il chasse le trésor perse, ce qui était ni plus ni moins la banque centrale du monde antique. Après ses victoires, Alexandre arrive au cœur de l'Empire perse, Babylone, Suse, Persépolis. Et ce qu'il découvre là-bas dépasse l'imagination. Des siècles de richesses accumulées, des milliers de tonnes d'or et d'argent, un véritable océan de métal dormant. Mais c'était un actif mort, retiré de la circulation, qui ne servait à rien dans des coffres. Et c'est là qu'on voit le coup de génie d'Alexandre. Il ne se contente pas de piller, il donne un ordre, fonder tout. Il transforme ces tonnes de métal inerte en capital liquide et circulant. Il met en place des ateliers de frappe partout, il fait fondre ce trésor statique et il le frappe en pièces standardisées pour payer son armée, ses fonctionnaires, ses projets. C'est un choc de liquidité sans précédent dans l'histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle pièce, c'est aussi un outil de propagande. D'un côté, le visage d'Héraclès, le héros conquérant, mais tout le monde savait qu'il s'agissait en fait d'un portrait idéalisé d'Alexandre lui-même. De l'autre côté, Zeus, le roi des dieux. Le message était on ne peut plus clair, voilà le nouvel ordre mondial, un système de valeurs unique de la Macédoine jusqu'à l'Inde. Cette monnaie s'est répandue aussi vite que ses armées. Elle a servi à payer les soldats, à financer l'administration et à construire des dizaines de nouvelles villes. L'empire politique d'Alexandre n'a pas survécu longtemps après sa mort, c'est vrai, mais son système monétaire, lui, a perduré. Ce standard a maintenu la cohésion du monde hellénistique pendant des siècles. C'était la première monnaie véritablement mondiale. On voit donc ici toute l'évolution. La chouette d'Athènes, c'était un outil de commerce et de confiance qui est né de façon presque naturelle pour faciliter les échanges. La pièce d'Alexandre, c'est autre chose. C'est un outil d'administration et d'unification, imposé d'en haut pour organiser un empire. La monnaie est passée d'un simple facilitateur à une technologie de pouvoir. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la monnaie, ce n'est pas juste un morceau de métal. C'est un système, un protocole, une technologie qui a pris un monde fragmenté et qui l'a réorganisé en un seul et unique espace économique. C'est l'architecte invisible de l'ordre mondial antique. Les Grecs ont inventé la monnaie internationale. Alexandre l'a transformée en un outil impérial. Mais que se passe-t-il quand cette technologie est poussée à sa perfection ? Quand elle permet de lier impôts, salaires des militaires et administration en une boucle administrative parfaite ? Pour le savoir, il faudra nous retrouver pour le prochain chapitre, où on explorera comment Rome a pris cette invention pour en faire le langage opérationnel de son empire. Merci de nous avoir suivis.